Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler d'Israël. L'armée israélienne est dans plusieurs théâtres d'action militaire. Il est au Liban, en Iran, en Syrie, en Palestine. Est-ce que cette intensification des actions militaires israéliennes peut déboucher à une solution ou bien nous sommes là face à une situation sans issue? Henri Désiré Nzouzi. Si vous remarquez, depuis le 7 octobre 2023, ce conflit a connu des soubresauts multiples et variés. Dans un premier temps, vous aviez notamment un soutien ferme de l'opinion publique nationale et internationale derrière le gouvernement israélien. Mais lorsque les premières ripostes sont arrivées et qu'elles ont montré leur caractère disproportionné, il y a eu au niveau de la communauté internationale un retournement de l'opinion qui s'est faite contre les options levées par Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, nous sommes au moment où l'intensification se fait la plus grande. Paradoxalement, au niveau interne en Israël, vous avez un regain de popularité de Benjamin Netanyahou qui correspond plus ou moins avec la réélection de Donald Trump, qui n'a jamais caché son attachement à l'État hébreu et surtout le soutien indéfectible des États-Unis. Et vous avez effectivement dans cette guerre existentielle pour les Israéliens, il faut bien le dire, les Israéliens en fait se battent pour leur survie en tant que nation, pour leur survie en tant que peuple, en tant qu'entité, au cœur d'une région, d'un dispositif qui leur est totalement hostile, voire défavorable. Et donc, par rapport à cela, par rapport à ce droit légitime d'Israël à se défendre et par rapport à la nécessaire prise en compte des aspirations du peuple palestinien, vous avez ce jeu d'équilibre qui se fait en fonction des enjeux, des circonstances. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons véritablement à, je dirais, une internationalisation du conflit. Vous avez évoqué l'Iran, puisque les frappes iraniennes ont donné lieu à des répliques israéliennes, certes timides mais ciblées. Vous avez aujourd'hui le Sud-Liban, mais le Liban tout court, qui fait l'objet aussi de cibles, en tout cas d'attaques israéliennes, pour essayer de réduire à néant les dernières poches de résistance du Hezbollah. Et puis vous avez évidemment la situation à Gaza, qui n'en finit pas d'être dramatique, puisque au-delà de l'exécution ciblée des principaux responsables du Hamas, vous avez quand même une volonté israélienne d'en finir une fois pour toutes. Malheureusement, et c'est là que nous entrons dans l'inextricable, l'idéologie du Hamas survivra au Hamas, donc ça veut dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets dans 10, 15 ou 20 ans. Ce seront les enfants de Sinoir, ce seront les enfants d'Haniyeh, ce seront les enfants de Nasrallah qui prendront le relais. La solution la plus cohérente, me semble-t-il, elle est largement partagée à l'international, c'est une solution à deux États, mais du point de vue israélien, cette solution n'offre aucune garantie de sécurité, tant que nous aurons effectivement dans les deux camps des gens qui sont davantage pour les colonisations, pour davantage de militarisation de certaines zones, et de l'autre, vous avez ceux qui prônent ouvertement la disparition d'Israël. Donc, à l'heure actuelle, c'est une situation inextricable. Il faudra véritablement déployer des trésors d'imagination pour y arriver. Une des étapes qui avait été franchie en 2020, et c'est un paradoxe puisque c'est à l'époque de de Donald Trump, ça a été les fameux accords d'Abraham qui ont permis à certains pays arabes de, disons, entrer dans une forme de détente avec Israël. Mais il est vrai que ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et la réaction qui s'en est suivie a d'une certaine manière remis en cause la pertinence de ces accords, mais en associant un maximum de pays arabes à la recherche d'une solution durable, en essayant
de concilier les points de vue les plus raisonnables, on pourrait éventuellement arriver à cette solution. Mais nous sommes entrés maintenant dans une ère où les pays arabes se regardent en chien de faïence. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que en 1979, lorsque l'Égypte signe les accords de Camp David, on s'en souvient, Menem Begin et Anwar el-Sadat, eh bien, de 1979 à 1989, eh bien, l'Égypte est exclue de la Ligue arabe. Donc on voit très bien la difficulté pour les pays arabes de se montrer accommodants avec l'État hébreu. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler de la Russie. La Corée du Nord est appelée en renfort et elle est même en Ukraine. Est-ce que l'escalade prend une autre dimension en associant un pays tel que celui du leader nord-coréen qui est capable de tout et de rien à la fois? Il y a un responsable politique russe qui a déclaré il y a de cela quelques semaines qu'un pays doté ne peut pas perdre la guerre. Ce que l'on entend par pays doté, c'est tout simplement un pays qui est doté de la capacité nucléaire. C'est vrai que sur le papier, lorsque vous disposez d'une telle arme, vous ne pouvez pas perdre une guerre dès lors que vous envisagez de l'utiliser. Or, ce que nous enseigne cette guerre en Ukraine depuis maintenant 2022, je rappelle qu'en février prochain, nous serons dans la troisième année, c'est que lorsque vous utilisez des moyens conventionnels, et je parle évidemment de la Russie, vous pouvez vous heurter à une très très forte résistance. Et de ce point de vue-là, on a même pu voir apparaître les défaillances, les vulnérabilités d'une armée russe vieillissante qui ne peut que brandir la menace nucléaire dans l'utilisation notamment d'armes tactiques qui sont en règle générale délimitées sur le terrain militaire, puisque pour le reste, les opérations spéciales avec les commandos ont montré leurs limites. En faisant appel à des militaires nord-coréens, la Russie ne fait que confirmer ce que nous savions déjà, c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui en incapacité sur le terrain conventionnel de gagner cette guerre. Et donc, en faisant de la Corée du Nord un belligérant dans ce conflit, la Russie, malheureusement, joue un jeu potentiellement dangereux. Parce que jusqu'ici, vous aviez chez les Occidentaux des réserves extrêmement fortes qui étaient exprimées, notamment sur l'utilisation d'armes sur le territoire russe, des armes en provenance de l'Occident, puisque les Russes avaient déjà estimé que si de telles armes devaient tomber sur leur territoire, eh bien, ils considéreraient les pays occidentaux comme des co-belligérants. Aujourd'hui, avec l'arrivée, ou en tout cas la présence avérée, semble-t-il, de troupes nord-coréennes, nous franchissons un pas supplémentaire. Après l'utilisation des drones iraniens, vous avez maintenant des troupes au sol qui viennent de Corée du Nord. Je ne connais pas la nature du deal entre la Russie et la Corée du Nord, mais on peut deviner que en échange de cette intervention ou de cette participation, les Russes pourront aider les Nord-Coréens à pouvoir améliorer qualitativement leur disons, nucléarisation, en tout cas l'accès à l'arme nucléaire, puisque c'est déjà le cas. Ils ont une cinquantaine d'ogives, semble-t-il, reconnues par différentes instances internationales, mais je pense que la contrepartie devrait se faire à ce niveau-là, avec un accroissement des capacités nucléaires de la Corée du Nord, en échange d'un apport en hommes et en matériel dans cette guerre en Ukraine. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno envisage de retirer le Tchad de la force mixte multinationale, déplorant le manque de soutien des autres pays pour protéger le Tchad face aux menaces. Comment décrivez-vous cette situation après l'offensive de l'armée tchadienne au lac Tchad? Écoutez, c'est un peu comme quand Donald Trump menace de retirer son soutien ou de réduire sa participation à l'OTAN tant que les pays européens n'auront pas mis la main à la poche. Vous avez effectivement des pays qui sont dans une sorte de rente sécuritaire, qui laissent faire les autres et qui ne prennent aucun risque. Et ça, c'est totalement inacceptable. Le risque doit être partagé, l'effort doit être collectif et on doit effectivement se fixer des objectifs communs. Si vous en avez qui jouent en solo ou qui lorgnent vers d'autres sujets de préoccupation, là, nous avons effectivement un problème. Je note par ailleurs que
Le Tchad est probablement l'un des pays les plus puissants militairement dans cette zone et que même au plus fort du G5 Sahel, eh bien, le Tchad avait démontré sa capacité, son expérience dans un certain nombre d'opérations. Si le Tchad devait mettre à exécution sa menace, cela porterait un coup extrêmement important au dispositif qui a été mis en place. Et ça montre une fois de plus la difficulté pour les Africains de se mettre ensemble dans de tels dispositifs, parce que la question de financement s'est toujours posée et vous avez toujours la même architecture qui se dessine. C'est-à-dire que les pays africains entre eux ont déjà du mal à réunir les fonds nécessaires et vous avez comme ça des pays européens ou d'autres qui mettent la main à la poche pour soutenir cet effort-là. Ce n'est pas normal. Je pense que l'Afrique gagnerait en crédibilité en créant elle-même les conditions de son réarmement, en tout cas en mettant en place des dispositifs qui puissent être pérennes, un peu à l'image de ce qui s'est fait dans les années 90 avec ECOMOG, qui était en fait la branche armée de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il faut que les Africains puissent prendre la pleine mesure des difficultés qui se présentent à eux et surtout de créer les conditions de davantage de cohérence, de coordination et de mise en œuvre de politiques de sécurité collective. Pouvons-nous dire actuellement que la situation en Somalie est un cas désespéré, pas de solution, des populations déplacées, des crimes contre l'humanité, des armées qui s'affrontent et vous avez même des milices? Comment la communauté internationale n'arrive pas à proposer une solution, même trouver ne fût-ce qu'une trêve entre les belligérants dans cette situation? Le problème de la Somalie, c'est que c'est une construction étatique avortée. C'est-à-dire qu'on est passé du statut de proto-État à cette situation-là, c'est-à-dire que les éléments constitutifs de l'État ne sont pas réunis, mais vous avez des factions rivales qui s'affrontent pour l'exercice du pouvoir. On est un peu dans le même cas de figure à l'heure actuelle au Soudan, avec cette lutte entre ces deux généraux, une lutte totalement surréaliste, mais qui a son cortège et son lot de morts. Pour la Somalie, c'est un vieux problème récurrent. Et si vous ajoutez, en plus de ces factions rivales, vous avez le phénomène Al-Shabaab, vous avez un cocktail explosif avec des enjeux qui sont totalement différents, multiples et variés. Vous avez des acteurs internationaux et régionaux qui ont un intérêt certain à ce que cette situation perdure, et vous avez en arrière-plan des calculs géopolitiques et stratégiques, puisque, on ne va pas se mentir, vous avez tout ce qui concerne le commerce international qui transite par la mer Rouge, qui va vers le canal de Suez, qui est une zone où transite 25% du commerce international. Vous avez énormément d'enjeux. Et la difficulté pour les acteurs majeurs aujourd'hui de trouver une solution durable, c'est que vous avez des acteurs locaux qui sont intraitables et qui ont un agenda qu'ils ne veulent pas mettre de côté. Et ça, c'est quelque chose qui pose véritablement problème. Et l'Afrique, malheureusement, à travers l'Union africaine, à travers d'autres dispositifs, jusqu'ici, n'a toujours pas réussi à, je dirais, enrayer le problème. Une dernière chose par rapport à la Somalie, vous avez dans le voisinage d'autres conflits qui couvent, puisque vous avez à moins de 2000 km ce qui se passe au Soudan. Vous avez eu récemment la crise liée au barrage de la Renaissance entre l'Égypte et l'Éthiopie. Vous avez eu en interne des problèmes en Éthiopie, on les connaît, avec le Tigré. C'est une situation qui est extrêmement compliquée, avec des imbrications compliquées, et vous avez aussi évidemment des crises qui génèrent d'autres crises et qui rendent la situation inextricable.